Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième journée de la semaine de la formation à distance 2024. Je m'appelle Sarah Dumais-April et je suis conseillère aux événements pour Fadio. Un beau bonjour à nos participants. Donc, je vous vois depuis tout à l'heure nous écrire dans le clavardage. J'aimerais savoir comment vous allez ce matin, puis surtout de quel endroit vous nous suivez en ce moment. Je vous invite à aller nous l'écrire. Bonjour, Dustin en Estrie. Donc, super. Shiraz qui nous écrit ça à l'instant. Bonjour de Montréal, en direct du Témiscouata, Laurentides, Sainte-Adèle, Berthier-sur-Mer. Oh, et là, on est rendu au moment où le clavardage va tellement vite que je ne peux plus tous vous nommer. Donc, merci d'être avec nous ce matin. On se retrouve pour la conférence Regard sur les compétences communicationnelles des personnes enseignantes en formation à distance, une collaboration vers un objectif commun. Conférence qui sera présentée par Madame Chantal Bois de l'Université d'Ottawa. Donc, Chantal Bois est professeure chercheuse dans le domaine de l'éducation à l'Université d'Ottawa et au Collège de la Cité d'Ottawa. Elle s'intéresse aux compétences communicationnelles et aux concepts de présence dans un contexte de formation à distance, ce qui a fait l'objet principal de sa thèse de doctorat réalisée à l'Université Laval. Elle fait également partie d'une équipe qui tend à développer la recherche en innovation sociale au niveau collégial au Collège La Cité. Bonjour, Madame Bois, vous allez bien? Oui, très bien. Oui, très, très heureuse de vous retrouver ce matin. Sans plus tarder, je vous laisse tout de suite la place pour votre conférence. Je serai de retour avec vous pour la période de questions. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on a une équipe de modération qui est avec nous. Donc, Julie Bélanger et Marie-Ève Deschaines à la modération. Et on a également Catherine Bernier à la régie. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos questions et vos commentaires dans le clavardage. Puis, il va nous faire plaisir d'y répondre. Madame Bois, je vous souhaite une très belle conférence. Merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran. Donc, on devrait, dans quelques minutes, voir mon écran. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, parfait. Allô, allô? Je viens juste d'arriver. Je suis chanceuse, là. Merci beaucoup. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas, le micro. Bizarre, mon micro s'est fermé tout seul. Donc, je repars ici. Donc, vous devriez m'entendre et voir ma présentation. Donc, merci d'être avec moi pour cette présentation. Donc, ça me fait plaisir de partager avec vous les résultats de ma recherche doctorale qui s'est déroulée, comme l'a mentionné, à l'Université Laval. Donc, oui, ma présentation pour titre un regard sur les compétences communicationnelles des personnes enseignantes en formation à distance, une collaboration vers un objectif commun. Évidemment, je vais vous parler de compétences communicationnelles, un sujet qui n'est pas ou peu directement abordé dans la recherche. Ce qui m'intéressait, c'est de voir comment on pouvait utiliser les compétences communicationnelles pour vraiment euh, euh, engager, pour peut-être motiver, voire pour aider à la réussite là, des apprenants. Donc, pendant ma présentation, évidemment, il y a les concepts théoriques que je vous présente, il y a les résultats également de ma recherche et j'espère pouvoir avoir un temps à la fin, comme on vous l'a mentionné, là, pour répondre à vos questions ou du moins essayer d'y répondre. Mais je présente ça surtout comme un échange entre nous là, pour avancer dans ce domaine. Donc, tout de suite, j'aimerais vous faire travailler. Il y a deux petits moments pendant la présentation où j'aimerais solliciter votre participation. Donc, si je vous demande quelles sont les compétences communicationnelles qu'une personne enseignante devrait mobiliser en formation à distance. Donc, si vous allez sur menti.com, je vous présente ici le code et vous avez également le code QR que vous pouvez utiliser. Donc, en deux, trois mots, qu'est-ce que vous pourriez
ciblées comme compétences communicationnelles pour une personne qui enseigne en formation à distance. Donc, je vous laisse quelques minutes pour y accéder et je vais aller voir lorsque vous me présentez. Donc, vous avez le code, vous avez aussi le code QR. Donc, on voit que ça suscite beaucoup de réactions. Donc, les compétences communicationnelles, ce n'est pas si simple que ça. Donc, l'ouverture, évidemment, l'ouverture de la personne enseignante, mais également de la personne étudiante. On va voir que c'est une relation entre les deux, le dynamisme. On a l'écoute également qui se présente. En vulgarisation, être capable de rejoindre la personne étudiante. Donc, je vous laisse encore quelques secondes. Être empathique, hein, l'empathie. Écoute active. La bienveillance également. Donc, on a plusieurs éléments qui ressortent et vous allez voir le lien que je fais avec ce que j'ai trouvé comme compétences communicationnelles également. Donc, je vais retourner à ma présentation. Donc, d'où vous devriez voir mon écran. Donc, comme on a vu, plusieurs éléments ressortent au niveau de compétences communicationnelles. C'est même difficile de pointer exactement quelles pourraient être les meilleures compétences communicationnelles. Donc, j'y vais avec le plan de ma présentation. Donc, d'abord, un bref survol au niveau du contexte de la formation à distance. Je vais parler également des caractéristiques de la communication, puisqu'on parle de compétences communicationnelles. On va parler des interactions hein, qui sont possibles grâce à la communication, qui peuvent peut-être nous aider à créer une alliance avec la personne apprenante. Et à s'intéresser aux compétences communicationnelles qui sont les plus efficaces. Et finalement, une petite conclusion. Donc, si le tout vous va, on débute. Donc, au niveau de la formation à distance, on mentionne que 88 des universités et 56 des cégeps québécois offrent de la formation à distance en 2018, donc bien avant la pandémie. On avait déjà beaucoup de formations là, à distance. Il y a seulement 8 qui déclarent qu'ils s'attendent à ce que leur enseignement post-pandémique revienne à ce qu'il était avant le mois de mars 2020. Donc, on voit qu'il y a un changement qui est là, qui est présent, et on voit que ce changement-là est là pour durer. On nous dit également que bon, la formation à distance, c'est une bonne conciliation entre les études, le travail et la famille. Pour plusieurs étudiants plus vieux un peu, on mentionne également que 84 des étudiants de premier cycle pour l'année scolaire 2021-2022 préféraient avoir des cours en ligne, donc ce qui est très différent
de ce qu'on pouvait obtenir avant la pandémie. Donc, il y a un changement qui s'est installé. Lors de notre recherche, nous nous sommes intéressés à 3 modes de livraison. Donc, le mode synchrone, donc qu'on a défini, parce que dépendant des endroits, on s'aperçoit que certains établissements définissent un peu différemment les modes de livraison. Donc, dans le cadre de ma recherche, on a défini le terme synchrone comme étant à distance, mais dans un même moment. Asynchrone dans un moment qui est différent, mais toujours à distance, et hybride, une petite portion des deux, un petit pourcentage des deux là, est utilisé pour la livraison, pour la prestation de cours. Donc, quelles sont les caractéristiques de la communication? Donc, on dit que la communication est essentielle à la société. Donc, on ne peut pas ne pas avoir de la communication. Ça s'exerce également selon la personnalité de chacun et ça permettrait d'atteindre les objectifs qu'on se fixe en tant qu'individu. Donc, c'est quelque chose qui est important. D'autres auteurs ont nommé des axiomes de la communication. Donc, Watzlawick et ses collègues nous disent qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Que ce soit d'une façon verbale ou non verbale, il y a toujours une communication qui s'exerce. Et lorsqu'on communique, on s'attend à avoir un retour. Hein. On s'attend à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. La façon de présenter le message est aussi quelque chose qui est important au niveau de la communication et notre communication peut être de différents niveaux. Donc, on peut avoir une communication de même niveau, donc entre étudiants, ou de niveaux différents entre l'enseignant, la personne enseignante et les personnes étudiantes. Si on regarde Jacobson, Jacobson a présenté 6 fonctions de la communication. Donc, la fonction référentielle, qui est le contenu de notre message, donc ce que l'émetteur veut transmettre comme message. La fonction expressive va permettre de produire le message voulu. La fonction poétique, c'est comment je livre le message, la façon que je vais le livrer. La fonction conative, quant à elle, est une fonction qui sert à faire réagir le destinataire. Et on est intéressé, évidemment, par cette recherche à cette fonction. On veut faire réagir la personne étudiante. Donc, la personne fatigue, c'est vraiment de s'assurer que le message est bien transmis. Et la fonction métalinguistique, c'est au niveau du code qu'on utilise pour transmettre notre message. Donc, c'est vraiment au niveau de faire réagir l'émetteur pour qu'il puisse, dans notre cas, l'étudiant, pour qu'il puisse bien cheminer dans son parcours scolaire et aller de l'avant. On a également l'école de Palo Alto avant Jacobson qui s'intéressait beaucoup aussi au fait de faire réagir les méthodes. Donc, communiquer, évidemment, pourrait favoriser le sentiment de présence. Donc, suite à ma recherche doctorale, je me suis beaucoup intéressée au sentiment de présence en formation à distance. Donc, ce qui pourrait nous amener à atteindre un même objectif et ça, même si notre communication est dissymétrique, donc peut être de niveaux différents. Pour ça, il faudrait s'intéresser aux différentes distances. Donc, plusieurs chercheurs ont établi certaines distances en formation à distance. Donc, on a la distance spatiale qui nous dit que, bon, autant la personne enseignante que la personne étudiante peut réaliser son cheminement dans le cours au moment qui lui plaît. On a la distance temporelle qui est vraiment
le choix de la personne étudiante de pouvoir réaliser les activités. Donc, la distance spatiale, tout à l'heure, c'est vraiment l'espace. On n'est pas dans le même espace, on n'est pas dans la même pièce, si on veut. La distance technologique, c'est au niveau d'accéder à la plateforme. Donc, est-ce que je vais être capable, autant du point de vue de la personne enseignante que de la personne étudiante, d'accéder à ma plateforme de cours? Et c'est également aussi le fait d'être à l'aise avec l'utilisation des outils, des applications, des éléments technologiques, des ressources technologiques. Donc, l'enseignant comme la personne apprenante doit pouvoir avoir ces habiletés. Au niveau psychosocial, c'est de bien connaître le profil de l'apprenant et la distance socio-économique, c'est que lorsque je livre un cours, ben, je suis rattachée à une institution scolaire et c'est vraiment normalement les besoins du milieu, donc près de cette institution scolaire, que je vais teinter mon cours de ces éléments. Donc, ce serait cette distance. On parle également de distance optimale. Hein. Donc, dans la recherche, on a souvent mis de l'avant distance et présence. Donc, ce sont deux concepts qui souvent se confrontent. Mais ici, Paclin, entre autres, parle de proximité. Donc, pourquoi ne pas parler de proximité à la place de parler de distance? Donc, on parle de juste distance, d'avoir une bonne distance avec l'apprenant pour être capable de lui laisser faire la démarche dans son cours, mais également faire des erreurs, pouvoir se reprendre pour bien cheminer là, dans le cours. On nous dit que bon, ça nous aiderait à bien planifier l'organisation des ressources dans le cours. Papy nous mentionne que la technologie peut nous aider à avoir cette proximité. Et Paclin revient avec au niveau de l'espace. Donc, il faut avoir un espace commun pour pouvoir réaliser les apprentissages. Donc, cet espace commun, Firebird nous le présente avec son tétraède. Donc, on connaît le triangle pédagogique de Legendre. Donc, on a l'apprenant, on a le savoir et on a l'enseignant. Mais Firebird ajoute le pôle groupe qui présente un espace virtuel commun pour réaliser des apprentissages, pour qu'il y ait de la participation, pour qu'on puisse partager autant l'enseignant avec les personnes étudiantes que l'inverse. Donc, un espace où on va pouvoir donner de la rétroaction également étant enseignant, un espace où on va pouvoir voir le cheminement aussi des personnes étudiantes. Donc, la proximité pourrait nous aider à avoir des signes de présence. Ce seraient ces signes de présence qui aideraient l'apprenant à bien cheminer dans le cours. Donc, que ce soit en mode asynchrone ou synchrone, Paclin et Peraya nous parlent de présence à l'autre, hein, donc être là pour l'autre, d'un co-construit qui serait possible. Donc, entre les personnes apprenantes et les personnes enseignantes. Donc, il y aurait vraiment une construction du savoir fait ensemble. On parle également de présence agentive, c'est-à-dire pouvoir agir sur l'autre. On veut pouvoir intervenir pour que la personne apprenante puisse bien cheminer. Ça permettrait également une relation entre deux entités. J'ai ressorti deux éléments au niveau de la présence, donc forme de présence.
Jézégou nous parle de 3 dimensions d'une présence qu'elle qualifie importante, donc la présence sociale. Donc, on aurait la présence socio-cognitive. Donc, ce sont les communications entre les apprenants qui permettent une certaine négociation pour apprendre, hein. Donc, cet espace commun nous permettrait de pouvoir faire des rencontres et ainsi cheminer dans notre cours. La présence socio-affective, qui est évidemment le fait de rencontrer d'autres personnes apprenantes, pouvoir échanger, donc de créer des relations, créer une relation aussi avec la personne enseignante. On a la présence pédagogique, évidemment, entre le formateur et les personnes étudiantes pour qu'on puisse, en tant que personne formateur, réorienter les apprentissages pour s'assurer d'un bon cheminement dans le cours. Peraya et Packlin nous présentent 3 types de présence. Donc, la présence à soi, la présence aux autres et la présence au monde. Ces types de présence mettront en évidence le fait qu'on ne parle plus de dispositif, mais vraiment d'espace au niveau de l'apprentissage. On revient également sur la fonction agentive, donc pouvoir agir sur l'autre, et de coprésence, hein, donc de coprésence qui va permettre de pouvoir co-construire, collaborer avec les personnes apprenantes. Donc, communiquer pourrait favoriser le sentiment de présence par les interactions que je peux avoir dans un cours. Donc, ces interactions également qui se passent non seulement entre les personnes étudiantes, mais entre les personnes enseignantes et les personnes étudiantes. Donc, je sollicite une nouvelle fois votre participation. Donc, ces interactions pourraient engager, pourraient favoriser la persévérance. Donc, c'est ce qu'on veut. On veut que notre apprenant puisse persévérer et ultimement, on souhaite la réussite des personnes apprenantes. Donc, qui peut nous aider, où on peut faire ces interactions, pourquoi on fait ces interactions, comment on pourrait les faire. Donc, via le clavardage, j'aimerais pouvoir voir comment on pourrait exercer ces interactions, à quel endroit. Bon, donc, comment vous pensez que ça peut être possible d'interagir en formation à distance avec nos personnes apprenantes. Donc, je vous laisse quelques minutes pour interagir et je vais voir dans le clavardage. Bon, on parle de donner des choix. Faire des rencontres synchrones, évidemment. Donc, ça se déroule vite. Donc, on parle de prendre des ressources technologiques, hein, des outils, faire des activités en petits groupes, offrir de la rétroaction fréquente. Donc, souvent, c'est ce qu'on demande. Bien, comment on peut offrir de la rétroaction qui est continue, hein, dans notre cheminement? Ces éléments vont teinter, vous allez voir tout à l'heure, vont teinter justement les compétences communicationnelles que je vais mobiliser le temps au niveau de ma formation à distance. Donc, on parle de feedback constructif, d'avoir un forum. Donc, l'outil forum est un outil justement qui
qui permet d'échanger, d'avoir un contact régulier avec les personnes apprenantes. On parle de rétroaction personnalisée. Donc, tout à l'heure, vous allez voir comment cet élément a été nommé et identifié lors de ma recherche. Évidemment, plusieurs outils technologiques. On parle d'inviter des conférenciers, donc pour engager. On y va avec des vidéos de rétroaction personnalisées, hein. Donc, on mentionne aussi que quand on peut voir la personne, c'est toute autre dimension là, avec laquelle on a accès. Varier ses méthodes d'enseignement, donc on parle de classe inversée, d'avoir un lien avec l'actualité. Donc, il y a plusieurs façons, plusieurs éléments de faire des interactions qui vont permettre à l'apprenant d'être engagé, de persévérer là, dans son cheminement scolaire. C'est ce qu'on souhaite. Donc, on s'est intéressé, si je suis, merci beaucoup, on s'est intéressé à deux indicateurs de persévérance, donc parmi les indicateurs de Papy et ses collègues, donc soit la motivation et l'accompagnement. Donc, évidemment, ce sont deux indicateurs qui nous intéressaient pour arriver à trouver quelles seraient les compétences communicationnelles qui seraient les plus adéquates en formation à distance. Donc, on sait qu'apprendre, c'est un acte social. Donc, on doit interagir. Si on n'interagit pas, évidemment, il y a peu ou pas d'apprentissage. Et l'interaction, on va voir que c'est sous toutes ses formes. Donc, si nos interactions sont de qualité, évidemment, on pourrait commencer à entrer en relation avec les personnes étudiantes, ce qui est possible si on a les différentes confiances. Donc, dans le cadre de notre recherche, on a ciblé 3 formes de confiance. Donc, la confiance calculée, qui fait le lien avec les sanctions qu'on peut avoir, les punitions. La confiance affective, évidemment, qui va faire un lien avec les relations qu'on peut créer, l'attachement qu'on peut avoir. Et la confiance cognitive, qui est vraiment la réputation, les connaissances que la personne enseignante peut avoir. Donc, ces 3 types de confiance nous aident à créer des interactions de qualité qui vont favoriser une certaine relation et plus encore qui favoriserait une alliance. Donc, on est allé plus loin que le concept de relation parce qu'on avait vraiment ces éléments de confiance qui nous permettaient, vous allez voir, d'avoir une certaine collaboration. Donc, on parle ici d'alliance pédagogique. Pour parler d'alliance pédagogique, on est retourné à son origine, donc la genèse du terme alliance. On s'est aperçu que ça venait de l'alliance thérapeutique, donc le pair pédagogique, l'alliance thérapeutique entre le patient et l'intervenant. Qui ont un but commun. Donc, on veut vraiment aider hein, le patient à bien cheminer par la collaboration, par la co-construction, par une co-création également. Donc, il y a un lien affectif qui se fait et on a une posture d'accompagnement. Donc, évidemment, on a fait le lien avec l'alliance pédagogique, hein, donc avec nos étudiants. Donc, comment on peut avoir ce lien affectif, cette collaboration, cette co-construction, dans notre cheminement, dans l'accompagnement qu'on donne à nos personnes étudiantes. Donc, ce serait vraiment de créer ce lien affectif qui, par des actes d'intersubjectivation, c'est-à-dire par la compréhension de l'autre,
Donc, autant les personnes étudiantes doivent comprendre où se situe la personne enseignante et autant la personne enseignante doit comprendre où se situent là, ces personnes étudiantes. Donc, c'est vraiment, l'intersubjectivation permet vraiment une co-construction ensemble des apprentissages et favoriserait la proximité et le sentiment de présence. Donc, vous voyez qu'avec ces éléments, bon, on crée le cycle d'alliance pédagogique. Donc, en partant de la confiance, on peut être empathique. Tout à l'heure, on a vu dans le petit Mentimeter, on a vu hein, que les gens mentionnaient d'être empathiques, hein, l'authenticité, la congruence, avoir aussi un regard positif sur l'alliance parce qu'on chemine ensemble, on grandit ensemble dans cette relation, ce qui permet une collaboration, une co-construction, une co-création. Donc, la personne enseignante doit être disposée et prête à laisser la place, à laisser de la place aux personnes étudiantes pour qu'ils puissent cheminer, pour qu'ils puissent donner leur avis, pour qu'ils puissent vraiment être présents et bien comprendre ce qu'ils font là, dans le cours. Donc, on est arrivé suite à une revue de la littérature, des liens qu'on a fait avec l'Alliance thérapeutique, à avoir une définition de l'Alliance pédagogique. Donc, l'alliance pédagogique serait une co-construction, une co-création hein, de la personne, entre la personne enseignante et la personne apprenante afin de résoudre un problème commun. Donc, je dois toujours avoir un objectif commun à atteindre dans un climat évidemment de confiance par nos actes d'intersubjectivation, donc par une compréhension qu'on a l'un de l'autre pour avoir des changements académiques. Ce qu'on veut, c'est un changement parce qu'on veut que notre personne apprenante chemine et soit motivée dans le cours et réussisse le cours. Donc, cette définition nous permet de pouvoir penser à ce que pourraient être les compétences communicationnelles qui seraient essentielles, les meilleures, pour créer cette alliance. Parce qu'on vient de dire que pour que notre apprenant soit engagé, l'alliance pédagogique nous permettrait d'avoir cet engagement. Donc, on a probablement tous vu ou lu sur ce qu'est une compétence. Hein. C'est quelque chose qui est très complexe. On parle de savoir-agir. Hein. Tardif nous l'a défini comme étant un savoir-agir complexe qui va chercher des ressources internes, externes, ici et là, pour être capable, par rapport à un même sujet, pour être capable d'arriver à réaliser quelque chose. Hein. Donc, évidemment, compétences communicationnelles, ce savoir-agir est dans le domaine de la communication. Donc, une compétence communicationnelle d'une personne enseignante, si je suis capable de mobiliser des bonnes compétences communicationnelles, je favorise les interactions, hein, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure. Je peux initier des actions. Je vais pouvoir créer des liens avec mes personnes étudiantes. Je mets un environnement en place qui est favorable, qui est stimulant, qui va permettre aux personnes étudiantes de ressentir également la présence, qui va faire réagir mes personnes étudiantes. Parce qu'on dit que savoir communiquer, évidemment, c'est une compétence obligatoire en enseignement. Donc, notre recherche s'est déroulée en trois étapes complémentaires pour être capable justement d'identifier les compétences communicationnelles. Et évidemment, les résultats que l'on a eus sont vraiment propres au contexte. Donc, elle s'est déroulée à l'Université Laval, au premier cycle, à la Faculté des sciences de l'éducation. Notre souhait, évidemment, et on continue à travailler sur ça, c'est de pouvoir transférer
nos résultats, de pouvoir voir si c'est les mêmes faits, les mêmes observations dans d'autres milieux éducatifs. Donc, dans un premier temps, à l'Université Laval, d'une façon théorique, après ma barre, on a fait une revue de la littérature pour voir ce qu'on disait des compétences communicationnelles. Par la suite, on est allé faire des entrevues avec des étudiants et des personnes enseignantes de l'Université Laval pour valider, pour ajouter, pour faire des modifications juste par rapport à notre référentiel. Bon, ça nous a permis d'identifier des registres de compétences communicationnelles que je vais vous présenter dans quelques instants. Par la suite, bien, on a élaboré à l'aide de notre référentiel, à l'aide de notre référentiel, oui, un questionnaire sur les compétences communicationnelles parce qu'on voulait passer le questionnaire et voir si les compétences communicationnelles qui avaient été identifiées les plus efficaces étaient mobilisées par les enseignants. Et on a validé évidemment ce référentiel de compétences communicationnelles dans plusieurs groupes pour aller formellement le passer et y joindre l'échelle de motivation en éducation de Valran et ses collègues qui a été passé en début et en fin de session pour voir le changement, s'il y avait lieu, de la motivation. Donc, rapidement, évidemment, c'est notre processus qu'on a utilisé là, pour méthodologie pour notre recherche. Donc, on a identifié 5 registres de compétences communicationnelles. Donc, le registre de compétences communicationnelles servant à initier l'alliance pédagogique, parce qu'on a dit que pour nous, le cycle de l'alliance pédagogique était essentiel pour motiver, pour engager les apprenants. On a identifié le registre de compétences communicationnelles qui peut développer l'alliance pédagogique, la maintenir, la renouveler et la conclure. Donc, évidemment, vous voyez encore le cycle de l'alliance pédagogique. Donc, lorsqu'on est rendu au moment de renouveler, c'est qu'on a à se demander, est-ce qu'on a atteint notre objectif? On parlait tout à l'heure dans la définition d'alliance pédagogique, un objectif commun, un problème commun là, à résoudre. Si oui, bien, on peut conclure. Sinon, bien, on peut continuer ou recadrer un objectif qui sera à atteindre. Donc, ces 5 registres de compétences communicationnelles, ce sont 5 registres très, très grands, donc qui ont dû être précisés parce que, bon, oui, on connaît les registres, mais ça ne nous donne pas d'action concrète. Ce qu'on voulait, c'est qu'est-ce que je dois faire dans ma salle de classe si je suis une personne enseignante pour développer ces registres de compétences communicationnelles. Donc, on a identifié 6 descripteurs qui sont les mêmes pour chacun des registres de compétences communicationnelles qui ont aidé à préciser ces registres. Donc, par exemple, avoir toujours un contact avec la personne étudiante, créer un climat positif. Donc, le climat positif, ce n'est pas juste au début de mon cycle de l'alliance pédagogique que je veux l'avoir. Je veux l'avoir tout au long pour être capable d'atteindre mon objectif. D'avoir ma personne étudiante active. Donc, évidemment, si je suis dans le registre de compétences communicationnelles qui maintient mon alliance pédagogique, bien, je veux que ma personne soit active. Si je suis dans celui qui la renouvelle, bien, je veux aussi qu'il soit actif. Donc, ce sont les mêmes descripteurs pour mes 5 registres de compétences communicationnelles. D'avoir de la rétroaction continue. On l'a nommé tout à l'heure également au début de ma présentation, hein, donc rétroaction qui est importante. De pouvoir s'adapter selon les besoins des personnes apprenantes parce que d'un cours à l'autre, d'un groupe à l'autre, la personne enseignante a des profils différents d'étudiants. De faciliter ou de solliciter l'autoréflexion hein, sur l'apprentissage. Donc, dans tous les temps hein, des registres de compétences communicationnelles, on a ces descripteurs qui sont présents.
Donc, une fois qu'on a eu nos 5 registres de compétences communicationnelles, qu'on avait des descripteurs les mêmes qui peuvent préciser chacun des registres, on a identifié des indicateurs concrets. Donc, ici, évidemment, pas pour que vous puissiez faire la lecture, mais j'ai voulu séparer mon référentiel qui est très volumineux pour vous présenter quelques exemples. Donc, par exemple, si je suis dans mon descripteur qui mentionne d'avoir un contact avec la personne étudiante, et vous voyez ici mes 5 registres de compétences communicationnelles. Donc, l'action concrète, et c'est ce qu'on voulait, donc mon indicateur qui me permettrait de pouvoir développer mon registre de compétences communicationnelles servant à initier mon alliance pédagogique pourrait être de rédiger un message personnalisé à chaque personne étudiante. Donc, on l'a également vu au tout début de ma présentation. Certaines personnes ont mentionné dans les messages personnels et communications personnelles. Si je veux un autre exemple de garder contact avec la personne étudiante pourrait être de demander aux personnes étudiantes de se présenter afin qu'ils puissent créer des liens. Donc, encore là, je garde un contact avec ma personne étudiante. Et bon, ainsi de suite. D'autres exemples par rapport au climat positif. Donc, si je veux pouvoir maintenir le registre de compétences communicationnelles qui sert à maintenir, je veux développer ce registre-là, bien, je pourrais accueillir les idées des personnes étudiantes avec un esprit de collaboration. Donc, je garde mon climat positif et ça m'aide à développer ce registre de compétences communicationnelles. Si je passe ici pour vous donner un exemple de chacun, si je veux que la personne étudiante soit active dans son apprentissage, par exemple, pour mon registre de compétences communicationnelles servant à conclure mon alliance pédagogique, bien, je pourrais permettre ou je pourrais demander à recevoir les commentaires des personnes étudiantes sans jugement. Ni censure. Donc, ma personne étudiante est toujours active dans son apprentissage. Si je veux pouvoir donner de la rétroaction continue, comme on a mentionné, donc si je maintiens, si je suis dans le registre de compétences communicationnelles qui maintient mon alliance pédagogique, bien, l'action concrète que je peux faire, c'est d'évaluer formativement ou sommativement là, mes personnes étudiantes. Ça aussi, ça a été nommé. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui sont concrets pour pouvoir savoir qu'est-ce que je veux faire si je veux essayer de développer ces registres de compétences communicationnelles. Donc, je vais vous laisser en prendre connaissance. Là, je crois que vous aurez accès là, à ma présentation. Donc, tous ces éléments ont permis, lors de la passation des 2 questionnaires, de voir que mes 5 registres de compétences communicationnelles avaient été identifiés et que, avec l'échelle de motivation en éducation, j'ai pu voir une hausse de la motivation intrinsèque lorsque mes 5 registres de compétences communicationnelles étaient mobilisés et une baisse de la motivation. Évidemment, toujours selon le contexte précis dans lequel j'étais, à l'Université Laval, à la faculté d'éducation au premier cycle. Donc, on peut penser que les compétences communicationnelles permettent à la personne enseignante de donner un feedback qui est motivant pour la personne étudiante, favoriser la création, c'est ce qu'on voulait. Qu'est-ce que je peux mobiliser? Qu'est-ce que je peux faire pour créer mon alliance pédagogique qui va permettre une plus grande collaboration entre les personnes étudiantes et la personne enseignante, mais qui va permettre également de motiver, d'engager et qui aura peut-être un impact sur la réussite des apprenants. Donc, en conclusion,
Bon, si je mobilise des compétences communicationnelles qui sont adéquates, qui sont efficaces, je pourrais parvenir à créer mon alliance pédagogique et ainsi motiver mes apprenants. Donc, par cette recherche, on a pu créer deux outils. Donc, un référentiel que je vous ai présenté brièvement. Et à l'aide du référentiel, on a établi une grille d'auto-positionnement parce qu'on s'est dit, OK, j'ai mes actions concrètes, donc comment ça peut être utile pour les enseignants. Donc, la grille d'auto-positionnement permet aux enseignants de cocher certains éléments euh, qu'ils maîtrisent et de voir, OK, qu'est-ce qu'il me reste à développer pour vraiment être en lien avec mes 5 registres de compétences communicationnelles. Bon, évidemment, suite à tous ces résultats, on voit que la grille, le référentiel est très volumineux. Donc, on a eu la chance de collaborer avec le campus numérique, donc le pôle d'expertise intérieure en formation à distance, qui nous a aidés à simplifier la grille, le référentiel et notre grille par le fait même de tout positionnement. Donc, plusieurs conseillers pédagogiques ont pu donner des commentaires et rendre notre grille beaucoup plus simple. De même ordre d'idée, au niveau de notre grille d'auto-positionnement, on l'a rendu plus simple grâce à leur aide et on a également fait des liens avec la formation continue. Donc, si une personne enseignante veut développer tel registre de compétences communicationnelles, comment elle peut faire? Donc, on travaille présentement à donner à travailler sur certains éléments qui pourraient être offerts pour leur permettre d'avancer, de cheminer et de pouvoir maîtriser certaines de ces registres de compétences communicationnelles. Donc, voici bon, quelques références que vous aurez accès et ça me fera plaisir également de pouvoir recevoir vos courriels et d'en discuter. Donc, pour moi, c'est terminé. Donc, rebonjour, Madame Bois. Merci beaucoup pour cette super présentation. Donc, ça a été très, très apprécié. On l'a vu dans le clavardage. Les gens ont laissé beaucoup de commentaires tout au long de la présentation. Mais on a aussi reçu quelques questions. D'ailleurs, j'en vois une qui arrive tout de suite et qui nous dit, ça nous donne envie d'utiliser ces grilles. Où peut-on les trouver? Bientôt, où peut-on les trouver? Si vous m'écrivez, je peux également, évidemment, là, vous envoyer euh, la grille que j'ai conçue. Cependant, avec justement le campus numérique, à la fin du mois, de février, je crois, on va pouvoir avoir accès aux documents, donc à la grille qui a été simplifiée parce que ce que je voulais, moi, c'était pas d'avoir quelque chose d'hyper complexe. Donc, je veux pouvoir avoir des éléments très, très simplifiés pour que les enseignants, enseignantes aient le goût de dire, ben, OK, je regarde un peu ma pratique et puis je veux avoir un regard sur moi rapidement. J'ai pas, on sait qu'en enseignement, on a pas beaucoup de temps. Je veux que ça soit rapide et je veux savoir comment le faire. Donc, également, je parlais tout à l'heure d'éléments de formation, donc des liens avec des lectures, des liens avec des petites capsules pour voir ben, comment je peux développer rapidement tel élément. Puis voir, moi, je suis très intéressée de voir ben, comment ça fonctionne dans votre milieu. Donc, comment dans votre milieu, vous avez vu peut-être des différences, peut-être pas non plus, pour être capable de bien cheminer.
On nous demande d'avoir accès à votre grille. Moi, ce que je vous propose, si vous voulez nous la faire parvenir, nous, on peut écrire à nos participants là, à la suite de la présentation. Donc, on pourra vous remettre le tout là, au courant de la semaine par courriel si ça vous convient, Madame Bois. Oui, pas de problème. Je vais envoyer ça. Et puis surtout, ben, j'aime toujours ajouter, si jamais vous l'utilisez, s'il vous plaît, me donner de la rétroaction sur la grille, me dire dans votre milieu, dans quel milieu êtes-vous dans un cégep, à quel moment vous l'avez administré, à quel moment vous en êtes servi, qu'est-ce que ça fait. Donc, c'est vraiment des éléments. Je veux que ça puisse vivre parce qu'on sait que euh, des ressources produits, bon, à la fin d'un cheminement doctoral, des fois, c'est pas toujours, ça continue pas de vivre, mais moi, mon objectif, c'est vraiment que ça puisse continuer justement d'être utilisé. Eh oui, tout à fait. On a quelques questions, donc je commence avec une première question. Le référentiel de compétences destiné aux enseignants intervenant à distance est-ce qu'il a des spécificités au niveau didactique et méthodologique? Non, du tout. Donc, c'est vraiment un référentiel qui peut être utilisé par euh, tous en formation à distance pour être capable de développer nos compétences communicationnelles. Parce que, comme je l'ai mentionné dans la recherche, on en parle, mais en même temps, c'est pas directement pointé. Puis on a vu que ce sont vraiment des registres, donc des grands chapeaux sous lesquels on a des indicateurs très précis. Excellent. Ensuite, on nous demande également quelle approche et quels outils à adopter en évaluation à distance? Une grande question. Une grande question qui n'est pas directement reliée à mon sujet, évidemment. Mais je pourrais vous dire tout ce qui est du lien qu'on peut faire en évaluation avec le profil de nos apprenants permettent d'avoir un résultat qui est qui est de plus en plus efficace. Vous allez avoir, je crois, des présentations sur le lien avec l'intelligence artificielle et tout ce qui se passe dans le domaine d'évaluation. Je vous laisse continuer à explorer. Parfait. Donc, j'y vais avec une dernière question. Croyez-vous qu'il est possible de programmer un plan de persévérance et de réussite individualisé conformément à la diversité des personnes apprenantes? Ah, tout à fait. Tout à fait. Donc, je suis convaincue que on peut arriver à connaître bien nos apprenants sans y passer tout notre temps, parce que ça aussi, c'est un autre élément. Quand on parle de messages personnalisés, souvent, ça fait peur aux gens parce que, hop, 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 on a plusieurs, mais on peut arriver à cibler certains éléments pour, encore une fois, comme je vous ai dit, je suis très intéressée par le sentiment de présence, à provoquer un sentiment de présence et là, avoir certains profils, certaines caractéristiques de nos apprenants et mettre ça en œuvre par le biais de certaines technologies là, pour pouvoir les rejoindre. Donc, quand j'ai fait ma recherche, certains étudiants me disaient, ben, quand mon enseignant, moi, j'étais surprise de voir, avant même le début des cours, j'avais un message de mon enseignant qui m'a appelé par mon prénom et ça fait toute la différence. Donc, ce petit message-là, simplement, qui était automatisé, a fait toute une différence. Donc, vous voyez, ce sont des petits éléments comme ça. J'y vais avec une dernière parce qu'il y a une question super intéressante qui vient d'arriver dans le clavardage. Pauline qui nous demande, en formation continue, certains formateurs sont peu disponibles et la durée de la formation est parfois courte. Comment arriver à atteindre l'alliance pédagogique dans ce contexte? C'est vraiment au niveau de la conception du cours. Donc, parce qu'on on peut avoir des cours qui sont, la conception est faite par une autre personne et après ça, on a le formateur ou l'enseignant qui vient. Donc, c'est quand on réalise la conception du cours, ce que j'ai vu au travers les entrevues, c'est vraiment là qu'on doit penser
à ces éléments-là. Tout à l'heure, je vous parlais de messages automatisés. Donc, comment je peux faire cette conception pour justement aider à avoir ce sentiment de présence? Madame Bois, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour cette belle présentation.